Bonsoir à tous, quel triste week-end du côté de Saint-Etienne. Là, le derby U17 vient de se terminer, 4 buts à 0 pour Lyon. Heureusement, les U19 ont gagné 2-0 contre Toulouse. Mais hier, il y a 24 heures, Saint-Etienne s'est incliné en Ligue 1 sur le score de 4 buts à 0. Un résultat que vous avez certainement vu, vous avez peut-être pu débattre du match. On est 24 heures après. Quand j'enregistre ce débrief, je le fais à froid, je viens de regarder le match. Je ne vous cache pas que c'était dur, notamment la fin de la rencontre. Mais les Stéphanois n'ont presque pas existé sur ce match avec quelques absents. On va y revenir dans quelques temps, mais il n'y a pas que les absents parce que en vérité, c'est compliqué depuis le début de la saison. On n'a toujours pas marqué en Ligue 1. 0 but avant la trêve internationale, c'est quand même pas très rassurant sur les 3 premiers matchs. Et 7 buts encaissés, c'est beaucoup, et notamment 4 sur ce dernier match. Des buts qui arrivent sur coup de pied arrêté beaucoup trop souvent. On va y revenir dans ce débrief. Vu que je le fais à froid, je vais faire plusieurs parties. On va revenir sur la rencontre globalement comme on a l'habitude de le faire. Ensuite, on abordera les choix d'Olivier Dalloglio. Juste avant, on parlera de ses coups de pied arrêtés. Et puis, pour terminer, on va parler des recrues stéphanoises parce que on va espérer que ce soit un peu le déclic du côté de Saint-Etienne. Essayer de trouver un point positif et comment et quels vont être le rôle de ces recrues. Donc juste avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, de liker malgré ce qui s'est passé, et puis on se retrouve juste après le générique. Voilà, comme vous pouvez le voir sur ce visuel, Olivier Dalloglio a changé un petit peu sa composition par rapport à ce qu'il pouvait faire lors des autres rencontres, parce qu'il y avait quand même 2 absents majeurs des joueurs que l'on voyait sur ces derniers matchs, notamment Ben Holt, touché au niveau des adducteurs contre Le Havre, et Augustine Boki, qui était également touché avant la rencontre et qui n'a pas pu être convoqué dans le groupe. Il y a 2-3 autres joueurs qui ne pouvaient pas être présents, comme Thomas Monconduit annoncé blessé, mais bon, c'était un des choix du coach sur les précédents matchs. D'ailleurs, il était évoqué sur le départ il y a 2 semaines en conférence de presse, tout comme Benjamin Bouchouret qui n'était pas dans le groupe. Finalement, à l'heure actuelle, ces 2 joueurs sont toujours à Saint-Etienne, même si le marché des transferts n'est pas terminé dans tous les pays. Donc Olivier Dalloglio a fait le choix d'aligner une équipe en 4-2-3-1. Ça n'a pas été payant ce choix, comme vous pouvez le constater. L'arseneur était bien évidemment dans les buts stéphanois. Il a vécu une après-midi très compliquée avec 4 buts encaissés, pas forcément beaucoup d'interventions et beaucoup d'arrêts. En fait, il y a quelque chose qui a changé par rapport aux 2 derniers matchs, excepté la composition, certains choix, etc. C'est que l'Arseneur avait été très bon contre Monaco, a fait également d'excellents arrêts contre Le Havre, et là on a vu un Larseneur un peu en dedans. C'est pas parce qu'il a encaissé 4 buts, mais il y a beaucoup de choses où il a été un petit peu limite, notamment sur le 3e but sur le coup franc. Il y a également le premier but sur le corner où il est par exemple de tout reproche, il sait pas trop quoi faire. Voilà, il a été peu rassurant, même sur ses dégagements, ça n'a pas été comme lors des 2 premiers matchs, et sur ces 2 premières rencontres, on se souvient des occasions que Monaco avait eues, que Le Havre a eu aussi. Voilà, ces équipes ont gagné, mais auraient pu mettre plus de buts si on n'avait pas eu un Gauthier Larseneur vraiment très bon. Ça n'excuse pas toute la prestation des Stéphanois qui n'a pas été bonne sur cette rencontre, mais c'était un Gauthier Larseneur qui a été, on va dire, moins en réussite et surtout beaucoup moins bon qu'il ne l'était auparavant. Mais avant, il était vraiment très bon. Là, il est revenu à un niveau, on va dire, un peu plus normal. Et là, ça s'est vu au score avec ce 4-0 encaissé par Saint-Etienne. Tout ça pour dire que ce score aurait pu arriver lors des précédentes rencontres, même si c'est le rôle de l'Arseneur d'arrêter les tirs, c'est sûr. Mais il y a quand même des fois, il faut se souvenir de certains arrêts qui sont quand même très bons et que tous les gardiens ne font pas. Voilà pour cette parenthèse très importante sur Gauthier Larseneur. À gauche, on avait Pierre Cornu, la nouvelle recrue stéphanoise, qui a fait ses premières minutes sous le maillot vert. On l'a pas beaucoup vu en réalité, Pierre Cornu, même si j'ai trouvé quand même quelque chose. Je dis pas ça parce que c'est une recrue pour me rassurer, mais notamment sur ses centres, même s'il n'y a pas un centre qui a été réussi parce qu'ils n'ont pas trouvé une tête stéphanoise. Mais voilà, on sent quand même qu'il a un bon pied,
qu'il est capable techniquement de faire la différence. Il manque d'automatisme avec ses coéquipiers, ça c'est certain, c'est criant. Et d'ailleurs, j'ai l'impression que toute cette équipe manque d'automatisme entre elles, même s'il y a des joueurs qui jouaient déjà ensemble l'année dernière et qui ont eu déjà le temps de se préparer pendant cette période de préparation estivale. Mais ça manque vraiment d'automatisme dans cette équipe stéphanoise. Abdelhamid est aligné aux côtés de Batou Binsika, donc Abdelhamid, de nouveau capitaine, Batou Binsika en défense centrale. Masson avait pris cette place sur le côté droit. Là, on va y revenir du côté des choix tactiques d'Olivier Dalloglio. Sur Masson, on avait Fomba et Amougou au milieu de terrain. Pareil, on évoquera le cas Lamine Fomba parce que le match a été, je me répète tout le temps, mais a été très difficile, hein, il faut bien se l'avouer, hein, parce que beaucoup de pertes de balles, un placement plus que limite. Le joueur qui a été, encore une fois, le plus intéressant au milieu de terrain, même en regardant le replay, c'est Mathis Amougou, même si, oui, il y a eu des erreurs de fait aussi de sa part, mais souvent, il récupère quand même 2-3 ballons, il arrive à en distiller vers l'avant, qui sont super intéressants. C'est peut-être le meilleur Stéphanois sur ce match, et sa note, elle vole pas haut, hein, je lui mets pas plus que 4 sur 10, hein, mais c'est pour dire que cette équipe stéphanoise, vraiment, elle a été en très très grande difficulté. Davitashvili positionné dans ce rôle de numéro 10, on va y revenir aussi lorsqu'on va évoquer le cas Dalloglio, parce qu'il y a eu quand même quelques choix qui ont été faits et voilà, qui laissent à désirer, et surtout quand on voit le score. Vous allez me dire, c'est facile de critiquer après, mais on en avait parlé pendant le live qu'on a fait en fin de mercato sur le fait que Saint-Etienne n'avait pas de numéro 10, et là on a essayé de jouer avec un joueur à ce poste-là, et Davitashvili s'est retrouvé vraiment en difficulté. Donc on se pose la question de savoir si ce système il est possible de le mettre en place par la suite. Cafaro sur le côté gauche, donc j'ai envie de dire comme d'habitude, quoi. Cafaro à gauche, il n'a pas vraiment d'autre choix. Et le match a été aussi très compliqué pour lui. Ayman Aiki, qui était titulaire, qui disputait une de ses premières rencontres en tant que titulaire. C'est pareil, il a vraiment eu du mal à faire la différence sur son côté droit, notamment quand il était face à Jordan Amavi. Ayman Aiki avait du mal à passer et Amavi qui a fait un bon match. Et puis Sissoko qui était aligné en pointe de l'attaque stéphanoise. Ibrahim Sissoko, comme d'habitude, qui a fait ce qu'il a pu, mais au final, qui n'a rien pu faire parce que tout simplement, cette équipe stéphanoise, elle n'a pas su faire la différence contre Brest. Dès le début du match, on a senti les Verts en difficulté, avec des Brestois qui se créaient plusieurs occasions. Et surtout, il y a un côté où les Brestois sont beaucoup passés, c'est ce fameux côté gauche. Le côté gauche, vraiment, Brest a réussi à éliminer très très facilement Saint-Etienne. Donc le côté gauche brestois, donc c'est le côté droit stéphanois avec Masson et Aiki, c'est un côté qui a été vraiment très 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 fragile et ils s'en sont beaucoup servis comme avait pu le faire d'ailleurs le Havre lors du dernier match. Là les Brestois ont tenté et c'est d'ailleurs passé à plusieurs reprises. Heureusement qu'il y a plusieurs ratés avec je crois Romain Fèvre, avec Madi Camara qui a fait un super match. Madi Camara, ça m'a fait plaisir de le revoir mais ça m'a pas fait plaisir de voir comment il jouait parce que vraiment il fait un travail colossal au milieu de terrain, capable de se projeter, de marquer des buts. C'est vraiment quelque chose qui a changé ça par rapport à Saint-Etienne, un vrai déclic avec Camara qui se projette bien plus et qui fait beaucoup beaucoup moins d'erreurs techniques et au contraire qui a une super vision de jeu, qui est costaud, qui gagne beaucoup de duels. Non, vraiment un gros match de patron de Madi Camara qui est vraiment un des meilleurs milieux de terrain, peut-être même du championnat, hein, parce que ça c'est un rôle qui est crucial. C'est des joueurs dont on ne parle pas beaucoup et pourtant vraiment il est super intéressant. Mais pour revenir globalement à ce match, on va encaisser un but sur un corner pour commencer. Donc un corner concédé par Saint-Etienne. C'est qu'encore une fois une attaque qui passe du côté droit de la défense stéphanoise comme ça a beaucoup trop été le cas. Un corner qui va être repris, je crois, par un Stéphanois dans un premier temps, qui remet sur Madi Camara, qui est marqué, entre parenthèses, entre guillemets plutôt, par Ibrahim Sissoko. Camara qui s'impose très facilement dans les airs, l'Arseneur un peu désemparé, qui ne savait pas s'il devait sortir sur la première tête, qui ne savait pas s'il devait sortir sur la deuxième, et qui est déjà au fond des filets, et Madi Camara qui inscrit le but du 1-0 pour Brest. Et après, on ne sent pas une révolte côté stéphanois, les Brestois qui vont continuer, une équipe stéphanoise un peu sur le reculoir,
voilà, comme je le disais, j'ai l'impression qu'elle manque d'automatisme, qui ne sait pas vraiment comment se placer. Beaucoup d'erreurs techniques, les projections, en fait, on essaye de trouver Emenei Sissoko, Davitashvili dans la profondeur, voilà, Abdelhamid Batoumitsika qui dégage de gros ballons, en essayant tout simplement de sauter ce milieu de terrain. On l'utilise pas du tout, ce milieu de terrain. C'est là qu'on voit que c'est un vrai péché. Et là, la bataille, on l'a complètement perdue. Madi Camara, à lui tout seul, a gagné cette bataille du milieu de terrain face au milieu stéphanois. Lamine Fomba et Mathis Samougou qui n'a pas du tout été complémentaire. Et ça, c'était un vrai problème parce que 2, 3, 4 touches de balle, on attend. Donc, on est attentiste, on se fait prendre le ballon. Je vous le disais, quand on avait vu ce match de Lens-Brest, l'équipe lensoise, comment elle a mis en difficulté Brest, c'est en faisant des attaques très très rapides, en passant par les ailes ou par devant, mais vraiment très rapides, avec des joueurs capables de distiller des ballons dans les pieds, pas des grands ballons en l'air, parce qu'ils rigolent, les défenseurs, Chardonnay, etc. Les défenseurs de Brest, ils avaient qu'à stopper le ballon très tranquillement. Et là, nous, c'est ce qu'on faisait, des longs ballons ou des attaques pas rapides, donc l'équipe a le temps de se replacer. Mais c'est là qu'on voit quand même qu'il y a une classe d'écart entre même une équipe comme Saint-Etienne et comme Brest, parce que sur le terrain, on s'est fait manger. Et puis le deuxième but, il va aussi intervenir assez logiquement, même si c'est un penalty, mais en tout cas, on se faisait déjà manger depuis un petit moment, même si à la fin du match, la possession de balle, elle est assez équitable, 53-47, on n'a pas du tout fait la même chose du ballon, on est beaucoup plus dans notre camp qu'on était dans le camp brestois. Une main décollée de Lamine Fomba, penalty tout à fait logique, il le touche de la main droite comme ça, et l'arbitre ne peut que siffler penalty. Gauthier Larsonneur ne peut rien faire, on a la 32e minute, c'est Romain Del Castillo qui tire ce penalty, il est pris à contre-pied, 2-0 pour Brest. Bon, le match semble complètement plié, les Stéphanois qui essayent une fois ou deux, notamment Emenei à un moment donné, qui tire au-dessus, un ou deux centres de Pierre Cornu, mais finalement ce n'est pas dangereux et Bizot a juste à regarder le ballon qui passe à côté et n'est pas vraiment mis en danger. Il aurait presque pu avoir un deuxième penalty, troisième, mais ça aurait été le deuxième pour les Brestois quand Mathis Amougou touche ce ballon, mais l'arbitre, je pense, a été bon sur ce coup-là parce que Amougou touche le ballon avant de la hanche et ça vient sur sa main et sa main n'était pas aussi décollée que celle de Lamine Fomba, mais en tout cas 2-0 à la mi-temps. Bon, on attend une réaction des Stéphanois, d'ailleurs Dalloglio on l'a vu même en fin du match. Dans ses réactions totalement désemparé. On a l'impression qu'il ne savait même pas s'il allait rester vraiment. Il dit tant que je suis encore là. Il avouait qu'il avait une équipe qui était en difficulté et des joueurs qui allaient devoir se mettre au niveau Ligue 1. Voilà, on l'a senti un peu tendu, un peu désemparé, mais en même temps, après ce qui s'est passé, c'est tout à fait logique. Mais en deuxième mi-temps, on arrive avec la même équipe. On en reparlera, il y aura une grosse parenthèse quand même sur les choix de Dalloglio. Là, pour le coup, il ne fait pas de changement. Totalement perdu sur cette rencontre, j'ai senti Dalloglio et puis les Brestois qui vont marquer à la 77e, à la 84e minute, ils se sont encore créés quelques occasions et même si on arrivait à en avoir, mais si on regarde globalement sur la rencontre, c'est totalement Brest qui domine ce match, une occasion ou deux et puis ça fait 2 buts, un coup franc que l'Arseneur ne parvient pas à bloquer, mais il y a une grosse erreur de marquage de la défense stéphanoise là aussi, et Ajorc qui pousse le ballon au fond des filets, et puis le 4e but, un corner, c'est la nouvelle recrue malheureusement, Pierre Cornu qui ceinture, je sais plus quel Brestois dans la surface de réparation, et c'est Kenny Lala qui frappe le penalty, et puis Gauthier Larsonneur ne peut pas intervenir. Les changements stéphanois sont arrivés à l'heure de jeu, ils n'ont pas forcément apporté grand chose sur ce match, un peu quand ils sont rentrés ça allait mieux, mais après tout de suite Saint-Etienne s'est retrouvé en difficulté. Voilà, Apia, Wadji, Mouefek qui sont rentrés à la 59e minute à la place de Fomba, Deiki et de Masson. Et puis on a Léo Petro et Tardieu qui sont vraiment rentrés en toute fin de match à la place d'Amougou et de Pierre Cornu. Mais 4-0 à la fin du match, un score qui est logique et qui reflète assez bien la réalité de ce que l'on a pu voir sur le terrain. Une équipe stéphanoise mise en difficulté dans le jeu, mais en réalité, c'est pas dans le jeu qu'on prend des buts parce que depuis le début de la saison, comme je vous l'ai dit, Saint-Etienne a encaissé un total de 7 buts. Il y a eu un but refusé pour Monaco, mais ça fait 7 buts. Et sur ces 7 buts, il n'y en a qu'un qui a été marqué vraiment dans le jeu. C'est le premier but de Milamino pour Monaco. Sinon, Saint-Etienne encaisse beaucoup de buts sur coups de pied arrêtés, c'est-à-dire sur les corners, mais aussi sur les coups francs.
et les pénaltys avec des fautes qui sont concédées assez bêtement par Saint-Etienne. Et puis, il y a d'autres fois, il n'y a pas que ces 7 moments-là, parce que, regardez, on perd énormément de duels aériens. C'était une des forces de Saint-Etienne la saison passée, la défense. Mais là, cette force semble être devenue une faiblesse. Et le problème, c'est que l'attaque n'est pas devenue, pour l'instant, une force du côté de Saint-Etienne. Donc, on va parler tout de suite des coups de pied arrêtés. Voilà, les coups de pied arrêtés, c'est la plus grande faiblesse, je trouve, de Saint-Etienne depuis le début de la saison pour refaire un plan global. Donc contre Monaco, le but de Minamino n'est pas du tout un coup de pied arrêté. Ça va, ça se passe bien pour Saint-Etienne à ce moment-là, parce qu'on va dire qu'on s'est fait lober. C'est pas un beau but, mais ce n'est pas sur cet aspect-là du jeu. C'est un but dans le jeu, ça peut arriver contre une équipe monégasque qui est rapide. Contre Le Havre, c'est un penalty. C'est un penalty, la première chose. Denis Sapia qui tacle de la tête et Lavray qui marque sur penalty. Ensuite, le deuxième but, c'est un corner où Saint-Etienne est très mal placé et un très mauvais marquage. Déjà, c'est un corner concédé très bêtement par Younis Abdelhamid. Et dans la surface de réparation, on se fait avoir aussi. Et contre Brest, il y a 4 buts et c'est quasiment que ça, parce qu'on a ce premier corner. Donc regardez, encore un corner. C'est le premier de la rencontre. En plus, ils ont le temps de toucher 2 fois le ballon. La première fois, c'est même nous qui le touchons, il me semble. Et ensuite, c'est Mady Camara qui le pousse au fond des filets. Mais une équipe stéphanoise perdue. Le deuxième but, un penalty, une faute bête de Fomba qui touche le ballon de la main. Troisième but, un coup franc. L'Arseneur qui relâche le ballon et un coup franc, je crois que c'est Wadji qui concède le coup franc. Il doit faire une main encore justement. Il y a quand même eu beaucoup de mains sur ce match. Et puis le quatrième, Pierre Cornu, qui ceinture et il n'y a rien à dire. Penalty pour Brest. Ça fait quand même beaucoup. Sur ces phases-là, tu ne dois pas encaisser autant de buts. C'est dommage parce qu'on se rend compte que finalement, on n'a pas encaissé tant de buts que ça dans le jeu. Parce que certes, ils ont frappé, ils ont été assez maladroits Brest. Mais il n'y a pas vraiment d'occasion qui aboutissent par un tir et un arrêt spectaculaire de Gauthier Larseneur. Même sur les précédents matchs, il en a fait un ou deux, mais il n'y en a pas tant que ça. Ça passe pas si facilement que ça non plus, mais c'est vraiment sur une faute qui est commise, un corner, etc. Et sur ces moments-là que l'on les encaisse. Et on aurait bien aussi marqué à ce moment-là sur ces coups de pied arrêtés, mais on n'y arrive pas. On a des joueurs qui sont imposants de la tête, normalement comme Abdelhamid, mais pour l'instant, on n'a pas réussi à trouver la faille. Bon, une ou deux fois, on a réussi à le reprendre, mais c'est trop peu. Je préférais qu'on arrive à intervenir en défense pour empêcher les adversaires de toucher 1, 2, 3 fois le ballon dans la surface de réparation. Tout simplement, ce qu'ils arrivent trop à faire. D'ailleurs, Dalloglio, on a encore parlé après le match, ses coups de pied arrêtés, c'est travaillé, etc. Mais en fait, c'est un souci à Saint-Etienne, pas que de cette saison. On en parlait déjà l'année dernière. L'année d'avant, on a vraiment du mal, que ce soit à marquer ou à défendre. Je ne sais pas comment c'est vraiment travaillé à l'entraînement, mais il faut vraiment faire des séances spécifiques coups de pied arrêtés. Il ne faut pas faire ça avec des plots, quoi. Il faut faire ça avec des joueurs, des placements, travailler des tactiques, des choses. Ça, c'est quelque chose qui ne se fait pas assez du côté de Saint-Etienne et qui aujourd'hui nous coûte de nombreux points parce que déjà quand tu as du mal à marquer, si en plus tu n'arrives pas à marquer sur ces phases-là, c'est pas normal. Pourtant, on a des joueurs qui sont censés être imposants. Batou Binsika, Abdelhamid, Sissoko, c'est des joueurs qui sont censés vraiment s'imposer dans les airs, qui sont assez costauds, mais qui n'arrivent pas à avoir, je sais pas, ce bon timing aujourd'hui, qui n'arrivent pas à comprendre comment les adversaires explosent lorsqu'il y a un coup de pied arrêté, parce que c'est des choses qui sont vraiment très très travaillées et chacun doit avoir son marquage en zone ou son marquage joueur par joueur dans la surface de réparation, et c'est assez souvent qu'il y a un joueur qui est laissé librement. Brest l'avait fait contre Lens. Il y avait énormément de joueurs qui étaient laissés librement du côté de Lens et ça leur a payé cash. Et là, nous, ça n'a pas été le cas parce que ça n'explose pas du côté de Saint-Etienne à n'importe quel moment, que ce soit sur les coups de pied arrêtés ou dans le jeu en général ou quand on organise de pressing, on le voit. C'est un peu pareil sur cet aspect de coup de pied arrêté là ou sur cet aspect de jeu. C'est que les joueurs, ils y vont individuellement, vraiment. Il n'y a pas tout le monde qui se déplace en même temps, un bloc qui se déplace en même temps. Une passe ratée. Et là, c'est une possibilité d'ouverture énorme pour les équipes. On l'a vu à plusieurs moments où on fait des passes mais bêtes, des pertes de balles stéphanoises, de Lamine Fomba, de Masson, etc. Je m'éloigne un peu des coups de pied arrêtés, mais voilà, c'est un peu ce même aspect-là avec des pertes de balles assez bêtes qui peuvent mener à ces situations dangereuses-là. Donc il faut faire vraiment très très attention avec une équipe stéphanoise pour l'instant qui est assez désorganisée.
notamment on l'a vu sur le pressing sur le gardien, avec parfois Sissoko, Davitashvili qui vont tout seuls et qui ne sont pas suivis. Et derrière, il y a 50 mètres qui sont ouverts, ou des Stéphanois qui suivent trop le ballon. Ça a été le cas sur une des premières occasions brestoises en début de match. Il y avait au moins 4 Stéphanois qui étaient autour du porteur de balle et c'est passé. Heureusement que... il y avait un joueur de Brest, ça devait être Del Castillo, qui était tout seul sur le côté droit, qui avait été lâché du marquage d'ailleurs par Pierre Cornu, qui n'a pas été pris au marquage et qui n'a pas été trouvé par ses partenaires. Tant mieux, parce que voilà, c'est un peu ce même aspect-là. Sur les coups de pied arrêtés ou dans le jeu, c'est un peu soit tout le monde au même endroit, soit personne n'y va, mais il n'y a pas une vraie cohérence et ça se voit tout simplement dans le jeu, en tout cas de Saint-Etienne. Mais vraiment, c'est un secteur qu'il va falloir travailler parce qu'il ne faut plus encaisser de buts. Ça arrive d'encaisser des buts, mais il ne faut pas en encaisser 4 par match là-dessus parce que derrière, tu es incapable de marquer en plus. Donc forcément, tout de suite, tu ne peux pas te remettre dans le droit chemin et réussir à aller marquer un but et puis au moins aller chercher un point parce que pour l'instant, je rappelle que c'est toujours un 0 pointé pour Saint-Etienne. Voilà pour ces coups de pied arrêtés, un aspect qu'il va falloir gagner, qu'il va falloir s'améliorer, ou il va falloir s'améliorer. D'ailleurs, des duels, on en a tellement perdu sur ce match, c'est affolant, et on l'espère notamment sur ces coups de pied arrêtés. Voilà, c'est toutes des choses qui vont ensemble, les pertes de balles, les coups de pied arrêtés, les duels perdus, ça peut mener à des actions très dangereuses et à des buts, et ça a malheureusement été le cas hier encore. On va parler maintenant des choix d'Olivier Dalloglio. Je vais laisser la composition affichée. Et on va revenir un peu cas par cas sur les joueurs. Comme ça va permettre de refaire une analyse globale. On est déjà à 20 minutes de débrief, mais voilà, vous le suivez comme vous voulez. On a froid, donc on a le temps de le faire et d'être un petit peu plus calme et posé. Voilà, on va revenir sur les choix de Dalloglio. Donc déjà, il a changé de système. Bon, sur les premiers matchs, on était plutôt sur un système en 4-3-3. Là, c'est quand même assez différent. C'est un 4-2-3-1, ce qui implique vraiment d'avoir un numéro 10. On peut commencer par ce numéro 10 d'ailleurs. Bon, ce numéro 10, on l'a pas à Saint-Etienne. On en a parlé en live, voilà, certains disaient que maintenant il n'y a plus trop de numéro 10 dans le foot actuel, mais quand tu joues avec un système de jeu comme ça, il en faut un numéro 10. C'est primordial 4-2-3-1, tu as quelqu'un derrière l'attaquant, il faut que celui qui est derrière en retrait sache se déplacer, sache donner les ballons, les donner en profondeur, à plat. Il y a quand même des choses positives, on l'a vu, Masson, plusieurs fois, il a fait quand même des belles passes à plat ou même en l'air pour trouver ses partenaires. Ça a été un aspect quand même positif sur certaines actions, mais on l'a trop peu vu malheureusement. Là, Davitashvili, il était perdu au poste de numéro 10. J'ai l'impression qu'il ne savait pas trop aller à droite, à gauche, dans l'axe, devant même Sissoko. Il n'a pas été clairement en vue dans son rôle. Je ne suis pas sûr qu'il ait touché beaucoup de ballons. Je vais en profiter pour regarder ses statistiques, parce que tu attends d'un numéro 10 qui touche beaucoup de ballons. 43 ballons touchés par Davitashvili, ça reste quand même assez cohérent, mais c'est pas assez. Des passes précises, il en a fait 15 sur 19, donc 79%. Malgré tout, il n'y a pas tant de passes que ça sur 90 minutes de jeu. Il a raté tous ses centres, 3 sur 3 tentés. Il a quand même réussi une passe en profondeur. Mais sinon, voilà, tentative de dribble, il en a raté 4 sur 6. Duel au sol, il en a gagné la moitié, 6 sur 12. Aérien, il en a gagné qu'un sur 3. Il n'a pas réussi à s'imposer. Et vraiment, ce que j'attends, c'est des passes clés. Je ne sais pas si c'est marqué. Voilà, c'est là les passes clés. Passes clés, voilà, 0. De toute façon, on n'a presque pas tiré. Passe clé, c'est la passe avant un tir, donc celle qui pourrait être décisive si jamais le buteur marque. Mais Davitashvili, ce n'est pas son rôle d'être numéro 10. Là, on l'a vu plus performer du côté de Bordeaux, c'est à gauche. Et pour l'instant, Saint-Etienne, je pense qu'il soit à droite, à gauche ou dans l'axe. C'est un joueur qui est en difficulté parce qu'il a vraiment du mal à prendre le jeu à son compte et à haranguer les troupes. Voilà, c'est lui qui a les clés du jeu, comme pouvait l'avoir un Dylan Chambaud quand il était titulaire un peu à ce poste-là la saison passée. C'est à Davitashvili d'avoir ses clés du jeu, de délivrer les ballons, des caviars. Et quand aujourd'hui, tu n'as pas de vrai numéro 10 capable de faire ça, c'est problématique. Tout ça pour en revenir au fait que Olivier Dalloglio l'a mis à ce poste-là, mais Davitashvili n'a pas réussi à s'imposer. Donc déjà, c'est un premier mauvais choix pour Dalloglio, le fait de mettre Davitashvili ici. Mais le vrai mauvais choix pour moi, c'est d'avoir tenté ce système de jeu en 4-2-3-1, qui peut quand même être intéressant, mais pour cela, il aurait vraiment fallu recruter ce meneur de jeu que l'on n'a pas aujourd'hui à Saint-Etienne. Donc là,
Je pense que c'est un premier vrai mauvais choix. Il aurait fallu plus rester sur ce 4-3-3. Ça ressemble à un 4-2-3-1, c'est vrai, mais pas tant que ça, parce que là, tu as vraiment deux milieux récupérateurs, Amougou et Fomba, qui étaient quand même assez bas, alors que dans un 4-3-3, on avait plutôt une pointe haute, notamment avec Hold et Amougou, et un Tardieu qui était plus bas. Sinon, dans les autres choix, donc le fait de mettre Cornu à gauche était logique, c'est la nouvelle recrue, il arrive. Il n'a pas fait un mauvais match, hein, Pierre Cornu, vraiment voilà, intéressant sur certaines phases. Attention quand même quelquefois, c'est loin de son marquage. C'est lui qui concède le penalty. À un moment, c'est pareil, je crois que c'est Romain Fèvre ou Del Castillo, ça devait être Fèvre, je sais plus, qui tire à un moment donné sur le côté droit et la balle qui longe le but de l'Arsenal, vraiment, elle aurait pu rentrer celle-là aussi. Euh, ou c'est peut-être Del Castillo, bref, qui aurait pu rentrer aussi, là il s'est fait enfumer, et le penalty, voilà, il est un peu pour lui, mais sinon tu sens quand même quelque chose, mais c'est son premier match, il va falloir que petit à petit se mette dedans. La charnière Abdelhamid, Batou Sika, bon, j'aurais aligné aussi cette défense-là parce que il n'aurait pas mis Abdelhamid capitaine il y a quelques temps, j'aurais déjà changé et sûrement mis Nadé. Je dis j'aurais, je n'ai pas la science infuse du tout, mais en tout cas c'est ce que je voyais. Plus, même si Nadé revient juste, voilà, il est un peu en difficulté, mais Abdelhamid, vraiment, les trois premiers matchs, j'ai du mal à le voir s'imposer par la suite à Saint-Etienne. Et Batou Binsika, bon, il va rester à droite, même s'il s'est fait quand même pas mal avoir et déborder sur son côté droit avec Masson. Mais cette charnière centrale, elle est cohérente parce que envoyer un message à son capitaine maintenant et de l'enlever de titulaire, je suis pas sûr que ce soit le bon moment d'envoyer ce message-là. Peut-être sur le quatrième match, ça peut se faire après la trêve internationale, mais pas sur le troisième. Masson à droite, c'est pas son poste fétiche, le côté droit. On l'a vu, débordé, en difficulté, même si voilà, il a une bonne patte, il arrive à distiller de bons ballons. Il a centré, ça n'a pas été une réussite non plus, mais voilà, il est assez offensif, il tente des choses, mais il est souvent débordé en défense et voilà, t'es pas à l'abri qu'il fasse une erreur. Et c'est pareil, bon, on n'a pas recruté à droite, je savais que Masson allait décaler à droite, c'était logique, vous en doutiez aussi, je pense. Mais j'aurais bien aimé aussi qu'on recrute un latéral droit parce que tu as Apia qui rentre. Il n'a pas fait une mauvaise entrée pour le coup. Apia, il a touché beaucoup de ballons. Mais voilà, c'est pas assez solide, je pense, sur le côté droit à Saint-Etienne. Et ça va être difficile. Et puis Cornu qui est à gauche un peu tout seul maintenant. Parce que si Cornu n'est pas là à gauche, ça veut dire quoi? Masson retourne à gauche et Apia titulaire à droite. C'est ce qu'on avait en Ligue 2. C'est ce qu'on avait en Ligue 2, comme une grande partie de cette équipe qui aujourd'hui n'a pas cette expérience Ligue 1. Donc là, il y a quand même des petites erreurs de fait de la part de Dalloglio. Avec Fomba aussi au milieu défensif. Bon, Fomba, il a perdu beaucoup de ballons. Il a du mal à jouer vers l'avant. Il a du mal à appuyer ses passes, du mal à voir le jeu. Il y a beaucoup de choses qu'il a du mal à faire. Il fait les efforts, il n'y a pas de souci. C'est pas un joueur qui est avare de faire les efforts. Mais voilà, il est souvent un peu en contre-courant sur le terrain. Et techniquement, déjà, il n'était pas titulaire en Ligue 2. Et il se retrouve titulaire en Ligue 1. Un Florent Tardieu, il est en difficulté sur les deux premiers matchs. Mais très sincèrement, je pense qu'il aurait été meilleur que Lamine Fomba sur cette rencontre. Donc je pense que c'est un peu une erreur d'avoir mis Fomba. Et surtout de l'avoir laissé aussi longtemps. Parce que ok, tu fais un choix, tu le mets titulaire. Tu peux pas être devin et savoir ce qui va se passer. Mais pourquoi attendre la 60e minute pour faire sortir Fomba qui aurait pu prendre un rouge, hein. L'arbitre a été gentil à un moment donné, il avait le jaune à la main, il l'a rangé, parce qu'il s'est dit mince, il a déjà un jaune, mais il aurait pu aussi ne pas finir le match. Mathis Amougou, bon, ça va être le titulaire indiscutable du milieu de terrain stéphanois, un peu esselé, il a fait un peu ce qu'il a pu. Faut qu'il fasse gaffe des fois quand même, hein, parce que peut-être qu'il tente un peu trop et il prend un peu trop de risques, mais c'est aussi parce qu'il essaye de jouer vers l'avant, il est jeune aussi, faut qu'il apprenne, mais c'est un peu la satisfaction de ce début de saison, on le savait, et il va falloir qu'il confirme avec des joueurs qui peuvent l'encadrer, je pense, à ses côtés. David Ashvili, on l'a abordé. Cafaro sur le côté gauche, bon, il n'y a pas vraiment quelqu'un capable de le déboulonner aujourd'hui, alors que tout simplement, il n'y arrive pas. Il n'arrive pas à être décisif, il n'arrive pas à centrer, il n'arrive pas à créer des occasions. Voilà, c'est un Mathieu Cafaro fébrile. C'était un peu le cas en Ligue 2 et ça a été le cas aussi hier. Bon, tout ça, vous le savez, hein, et les joueurs le savent aussi, qu'ils ont été en difficulté. Hein. Je ne pense pas qu'ils veulent mal faire du tout, mais c'est juste qu'ils sont arrivés à leur niveau maximum. Et quand tu regardes cette équipe aujourd'hui, franchement, à part Abdelhamid qui a une expérience Ligue 1, il y a 2-3 joueurs comme Masson qui ont quelques matchs, mais ils n'en ont pas 200. Et voilà, ils n'ont jamais eu une expérience très importante en Ligue 1 avec une équipe qui a performé. Ils se sont souvent retrouvés avec des équipes en difficulté. Aiki, sur le côté droit, c'est pareil. Le jeune Aiki qui se retrouve titulaire à droite, un peu par défaut, et malheureusement, il le sait aussi.
Aujourd'hui, Dalloglio n'avait pas le choix et a mis Aiki à droite. Et puis Sissoko en pointe de l'attaque, un peu trop esselé, à qui on a essayé de donner des longs ballons. Et le rôle de Sissoko principal, c'est d'essayer d'aller gratter des ballons au milieu de terrain. Donc tu te prives d'un atout important, un joueur qui a très peu de ballons, les centres qui sont pas assez levés et qui finissent pas sur sa tête. Et d'ailleurs, je parlais des coups de pied arrêtés, ils s'étaient mal frappés, les corners qui finissent très loin ou des ballons en cloche, le gardien il se régale. Ça a été un peu trop souvent le cas. Donc voilà quand même pour les choix de Dalloglio. Je pense que ce qui est le plus important et qu'il faut retenir, c'est que le système de jeu mis en place aujourd'hui par Saint-Etienne, tu ne peux pas le mettre en place sans avoir un véritable numéro 10. En tout cas, c'est mon avis personnel. L'attentisme dans les changements et puis peut-être quelques choix qui laissent à désirer. Mais bon, après, c'est des choix qu'il fait en début de rencontre et malgré tout, il avait quand même quelques absents. Il n'a pas forcément été écouté pendant le mercato parce qu'il a réclamé des joueurs qui ont de l'expérience. Il y en a 2 qui sont arrivés dans les toutes dernières heures du mercato. On a eu le temps d'en parler pendant le live et puis de vivre les arrivées ensemble avec Pierre Ecois et Lucas Tassin. Lucas Tassin, attaquant qui évolue pas à Waterloo, mais à Westerlo, comme j'avais pu le dire dans sa vidéo de présentation. Ce n'est pas du tout le même club. Donc on va tout de suite aborder les recrues stéphanoises parce que ça peut être quand même un point positif malgré tout. Voilà, l'apport des recrues stéphanoises. Donc je vais enlever ce petit diaporama. Hop, avec le gros 4-0 qui fait plaisir, entre guillemets, bien évidemment, c'est pas vrai. Donc ces recrues stéphanoises, on a quand même recruté pendant ce mercato Abdelhamid, Boki, on a Ben Hold, on a David Ashvili, voilà les recrues qui sont arrivés, Pierre Cornu et puis les 2 dernières en date, Pierre Ecois et puis Lucas Tassin dans les dernières heures. La plupart ce sont des jeunes joueurs, la dernière journée reflète parfaitement ça. La data qui a eu son mot à dire, véritablement, tout a été quasiment basé là-dessus. Pierre Cornu, je pense qu'il va pouvoir petit à petit prendre cette place à gauche. Je me fais pas trop de soucis avec ce que j'ai pu voir, mais il va falloir que les autres se mettent à son niveau tout simplement, et à leur niveau, pardon, et qu'ils augmentent leur niveau et qu'ils puissent l'épauler parfaitement pour que ça se passe bien, parce que tu peux avoir n'importe quel joueur, si le reste de l'équipe ne va pas, ça va pas le faire. Bon, ce poste de milieu défensif, il pose beaucoup de questions parce qu'on sait qu'on est en vraie difficulté, avec que ce soit Tardieu, Fomba ou même Thomas Monconduit. Il n'a pas joué depuis le début de la saison, mais on sait que ça ne va pas être le joueur titulaire indiscutable à Saint-Etienne. Bon, on espère que Pierre Ecois va pouvoir nous aider. C'est un jeune joueur qui a 22 ans, qui a quand même une expérience en Championship, un des meilleurs milieux de terrain la saison passée du club de Sunderland. Donc c'est un joueur qui va pouvoir certainement apporter. Il a 22 ans, il est jeune, c'est pareil. Voilà, il est jeune, c'est quelque chose que j'aurais mieux aimé aussi avoir un joueur d'expérience pour épauler cette équipe jeune. Mais il va être titulaire assez rapidement. Ça va être une certitude quasiment. Parce que personne n'a apporté une véritable satisfaction. Donc on attend vraiment beaucoup de lui. Les espoirs sont placés en lui. Et puis après, on attendra jusqu'au mercato hivernal pour voir ce qui se passe. En tout cas, voilà, d'après ce que j'ai pu voir, je pense qu'il va réussir à s'imposer. Mais il va falloir qu'il soit très costaud. Et ce que j'attends principalement de ce joueur, c'est qu'il soit le premier défenseur, devant les défenseurs centraux, le premier joueur à arrêter les attaques adverses pour pas qu'on soit trop exposé. Et il va devoir avoir une grosse activité sur le côté gauche et sur le côté droit. Après, ça va dépendre du système de jeu que va mettre en place Olivier Dalloglio. Sinon, la nouvelle recrue Lucas Tassin, donc il va certainement arriver très vite titulaire en tant qu'avant-centre, 19 ans, un des gros espoirs belges d'après ce que j'ai entendu. Mais voilà, c'est pareil, Dalloglio s'en a un peu plein en conférence de presse. Il y a la trêve internationale, il y a plein de joueurs qui partent en sélection. Ça, c'est un vrai problème, notamment ce jeune Lucas Tassin qui va partir en sélection et qui ne va pas pouvoir voir. Donc, ils ne vont pas travailler, il ne va même pas connaître ce joueur et il va arriver comme ça. Et comment ils vont faire contre Lille ? Eh ben, il va certainement jouer, rentrer en jeu. Je ne pense pas qu'il va être titulaire du coup. Mais voilà, c'est un vrai problème et Saint-Etienne ne va pas pouvoir travailler ça. Mais au niveau du mercato, est-ce qu'il est réussi ou pas ? On ne peut pas savoir encore parce qu'il va falloir le juger, bien sûr, quand les premiers matchs vont se jouer avec les recrues et quand la saison va continuer. Mais ce qui se passe, c'est qu'il faut vraiment que Saint-Etienne augmente son niveau de jeu parce que l'équipe elle est assez faiblarde et
il y a quand même pas tant de joueurs que ça aujourd'hui qui sont arrivés et qui n'étaient pas titulaires. Donc il va falloir que chacun réussisse à augmenter son niveau de jeu et puis que les recrues tout de suite, ce ne soit pas des flops mais des tops. Parce qu'on a le temps de travailler, certes, c'est ce qui est évoqué, il faut prendre son temps, mais pas tant que ça. Parce qu'aujourd'hui, on est déjà dernier avec 0 points. Rien n'est joué, il y a 34 matchs à jouer en tout. Il en reste 31. Donc bon, il y a entre guillemets le temps, mais il n'y a pas tant le temps que ça. Parce que c'est les mêmes joueurs sur le terrain jusqu'en hiver maintenant. Donc on va voir ce qui va se passer, bien sûr, si ces recrues sont capables de faire le taf et on va juger le mercato après. Mais il va falloir que Saint-Etienne augmente véritablement son niveau de jeu. Et ça va passer par un apport très très important des recrues. Peut-être un système de jeu qui va être revu aussi. Je pense qu'on va rester sur une défense à 4, pas passer à 5, ça ne semble pas être la solution pour Saint-Etienne. Mais il y a quand même des signes d'inquiétude, malgré le fait que il y a des recrues qui arrivent. On ne joue pas la Coupe d'Europe, c'est pas l'objectif. Mais il n'y a pas tant d'équipes que ça aujourd'hui qui sont plus faibles que Saint-Etienne. Parce qu'on a vu des équipes qui sont censées jouer comme nous le maintien, comme le Havre. Aujourd'hui, c'est des équipes qui arrivent à performer. Voilà en tout cas pour le débrief de cette rencontre. Donc quand même plusieurs signes d'inquiétude à Saint-Etienne, mais on va pas tout de suite avoir trop peur non plus et se dire que c'est fini. Bon, je suis en train de regarder, il y a Nice qui est en train de gagner 2-0 contre Angers. Donc potentiellement, si Nice marque encore 2 ou 3 buts, on n'est pas dernier. On est 17e de Ligue 2, de Ligue 1. J'ai peut-être dit 20e tout à l'heure, je me souviens plus, mais bref, on était dernier. J'espère que Angers va en prendre de plein aussi et ne va pas faire le plein de confiance. On va essayer de se rassurer comme on peut. Il y a un calendrier qui est très difficile après. C'est ça le problème. Lille, Nantes, Auxerre qui sera un concurrent aussi. Donc il va falloir être très très costaud et aller chercher des points parce que de toute façon, il faut marquer des points, marquer des buts. Mais ce qui me fait un peu de mal, c'est qu'on n'a pas marqué avant la trêve internationale. 3 matchs, pas de but. Il n'y a aucun joueur qui est rassuré pour l'instant. Voilà, on va voir ce qui va se passer, si ça va bouger. Est-ce qu'il faut faire partir Dalloglio? Je ne l'ai pas évoqué dans le cas tout à l'heure. Je ne suis pas sûr que ce soit la solution de faire partir le coach tout de suite parce qu'il faut que ça se mette en place. Voilà, un autre coach ne va pas faire forcément beaucoup mieux, même si c'est vrai qu'il y a des changements qui laissent à désirer au début de match, etc. J'en ai parlé tout à l'heure, les changements qui ont été trop longs. Après, j'étais pas pour virer Laurent Batès l'année dernière. Il est parti, ça s'est mieux passé. Donc j'ai peut-être tort, il faut peut-être faire partir Dalloglio, mais en tout cas, j'ai pas l'impression que la direction lui laisse véritablement les pleins pouvoirs parce qu'elle ne l'a pas vraiment fait écouter sur ce mercato avec pas de véritables joueurs d'expérience qui sont arrivés. Voilà, j'ai fini pour ce débrief. On est à 36 minutes. Merci à tous ceux qui sont restés jusqu'au bout. N'hésitez pas à donner votre avis en commentaire. C'était pas un véritable match de Saint-Etienne. C'était encore un non-match. Il va falloir très vite se relever. Bravo aux supporters stéphanois qui ont fait le déplacement, le parcage qui était encore plein et qui ont donné de la voix, c'est formidable. À Geoffroy Guichard, il va falloir les pousser, il y a 20 000 abonnés. Voilà, il faut y aller, c'est à nous de faire le job. La COP peut faire la différence, on le sait, mais il va falloir aussi que les joueurs haussent le niveau de jeu. Merci à tous, passez une bonne semaine, une bonne reprise. Je ne sais pas si vous rentrez ou pas, mais en tout cas, bon courage à tout le monde. Et puis, on va rester bien évidemment derrière les verts. Allez, salut à tous.